bienvenue ici au Palace d'ici lundi. Qui ne connaît pas ici lundi? Alors ici lundi, c'est un réseau d'espaces de coworking à Nantes qui veut faire du lundi la plus belle journée de la semaine. C'est un peu notre mission au quotidien. Et on héberge notamment à peu près une centaine d'entreprises sur Nantes. Et donc on organise pas mal d'événements pour essayer de mettre en avant des méthodologies ou des entreprises pour essayer aussi de faire grandir au niveau compétences la communauté. Et donc on a ce format takeaway, à peu près tous les 2 mois. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Philippe. Voilà, vous pouvez applaudir parce que vous avez vu la foule. Non. Donc Philippe, il a passé 6 ans, je crois, en Silicon Valley. Il est d'origine colombienne. Voilà, donc il ne faut pas mettre de sucre dans votre café si vous prenez un café, attention. Il ne faut pas. Et puis il est en France depuis quelques années, puisqu'il est notamment diplômé de la Sorbonne. Et il va essayer de répondre à une question très large, c'est pourquoi le monde a-t-il besoin de l'UX? Et je suis sûr qu'il va vous en convaincre. Philippe, c'est à toi. Merci à tous pour être présents. C'est bon pour la voix? J'ai la force un peu plus? C'est bon? Ok. Je m'excuse si j'utilise mal le français, même si ça fait 6 années que je suis ici. C'est difficile parfois. Merci à Florent pour l'invitation et à toute l'équipe. Comme Florent a lycée, ça fait plus de 15 ans que j'ai travaillé dans l'expérience digitale et dans la construction des produits digitaux. L'expérience la plus grande que j'ai eue, ça a été les années qu'il y a passées au Silicon Valley, parce que j'ai eu la possibilité de travailler avec une ECN. Pour ceux qui ne connaissent pas, une ECN, c'est une entreprise de services numériques. Donc, ça a été une société qui s'appelle Scalable. Et cette société, il y avait un petit groupe de développeurs de 16 000 personnes, mais il n'y avait aucun designer. Quand je suis embauché à cette société, ça fait déjà 10 ans que j'avais commencé là-bas. Donc, je suis venu avec la mission de transformer les groupes et construire tous les pôles de UX et tous les pôles de design avec ces sociétés pour pouvoir rendre les services complets et tout l'écosystème de développement et conception à tous les clients. Quand j'ai sorti depuis 6 ans de travailler là-bas, il y avait une équipe de 70 designers que je gérais et avec lesquels on a lancé plus de 140 projets en 6 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi l'UX c'est important. Donc, il y a une petite vidéo que je voudrais vous montrer, que je ne peux pas vous montrer dans les PDF. Donc voilà. Pourquoi l'UX c'est important? Parce que l'expérience utilisateur, c'est une chose qui nous marque tous les jours. C'est une situation dans laquelle je sais que vous souriez et vous rigolez parce que c'est une situation dans laquelle vous avez été. C'est une situation qui vous est arrivée, pas une seule fois, ça vous est arrivé beaucoup de fois. Le fait qu'une personne a construit un objet, une expérience, une situation, un endroit qui n'est pas vraiment pensé pour être complètement utilisable de manière intuitive. Okay? L'expérience utilisateur, c'est un process que l'humain fait depuis son séparation des animaux. On le fait de manière intuitive, on essaye tout le temps de construire des choses qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, et ça, c'est une chose inhérente à l'humain. Quand on a commencé à construire les premiers outils, on a commencé à les profiler, à fur et à mesure, on les a fait beaucoup plus utilisables et beaucoup plus faciles à utiliser, mais surtout que ça a fait qu'on a un plaisir à l'utiliser. On a une sorte de sensation de ça c'est simple, ça c'est je suis capable d'utiliser sans besoin de passer beaucoup de temps à que quelqu'un m'apprenne un process ou une fonctionnalité pour savoir comment l'utiliser. Et donc ça c'est présent dans toute la vie et ça a été fait par ce monsieur. C'est les premières personnes qui a dit un jour je m'appelle un designer d'expérience. Okay? C'est un monsieur qui s'appelle Don Norman. Et Don Norman, il a une histoire très chouette parce qu'il travaillait dans les laboratoires d'analyse d'ergonomie de l'Université de Californie, en Californie. Et il a été convaincu de l'importance de
simplifier la manière dans laquelle on fait nos objets, dans laquelle on fait tous les objets et tous les outils qu'on utilise jour à jour. Et l'histoire de Don Norman, c'est remarquant parce que dans les années 90, et j'imagine qu'on connaît tous l'histoire d'Apple. Steve Jobs, il avait sorti d'Apple et il revient sur Apple. Et la première chose qu'il fait quand il revient à Apple, c'est « je vais travailler avec Don Norman et il faut que ce monsieur il travaille avec moi ». Et donc Don Norman, il vient travailler avec Steve Jobs dans les laboratoires d'expérience d'Apple. Et c'est en fait, ça c'est une mécompréhension des gens parce que comme Steve Jobs, il a été le frontman, il a été le showman, il a été la personne qu'on voyait dans les actualités, on pense que c'est Steve Jobs qui a sauvé Apple. Mais en réalité, si on va dans tous les process, dans toutes les structures qui a passé, c'est Don Norman qui a changé tout. Pourquoi? Parce que Don Norman, c'est lui la personne qui, en interviewant les utilisateurs, on parlait avec les utilisateurs et s'est rendu compte que les gens, ils ne s'achetaient pas les ordinateurs Apple. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de câbles à connecter derrière. Et à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs dans notre maison et donc on ne savait pas comment brancher les câbles derrière nos ordinateurs. À cette époque-là, en 1990, il y avait pas mal de petits différents câbles qui on devrait jouer un peu Lego pour les connecter. Même si quand on est petite, un des jouets dans lesquels on s'entraîne pour la capacité motrice, c'est de mettre un cercle dans les cercles, c'est mettre un triangle dans les triangles. Et ça, c'est un process qui, dans notre cerveau, il est super simple à faire. Mais ça a été une limite pour l'appréhension et l'adoption des ordinateurs à la maison. Parce que les gens, ils avaient peur de connecter tout ça. Et Don Norman, il a fait cette découverte en parlant et en utilisant des process de UX et d'expérience utilisateur. Et c'est lui qui a fait les premières iMac. C'est lui qui a fait cette première appareil qui avait un seul câble à brancher, que tu prenais de ta boîte, tu le mettais dans ton bureau, tu branchais un câble et ça a été fonctionnel. Et ça a changé tous les process de vente d'Apple. Et c'est ça qui a sauvé Apple. C'est la vision de Steve Jobs d'amener Don Norman, mais c'est tous les process d'expérience utilisateur qu'il y a eu derrière pour la construction de cet appareil technologique qui a shifté la manière dans laquelle on conçoit les ordinateurs personnels à la maison. C'est ça qui a fait que Don Norman soit le papa de l'expérience utilisateur et de l'analyse consommateur. Donc, mais pourquoi cette porte? Et pourquoi c'est l'exemple de cette porte? Parce que dans les premières analyses qu'il a fait quand il était dans l'Université de Californie, il s'est rendu compte que les portes n'étaient pas assez intuitives. Et il a fait beaucoup d'expérimentations pour comprendre pourquoi les portes n'étaient pas intuitifs. Et il s'est rendu compte que la forme de la porte, il envoie beaucoup de signaux et des messages à la personne avant de l'utilisation. Et il appelait ce process un Norman Door. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'exemple. Un Norman Door, c'est un port qui n'est pas facile à utiliser et qui, dès base, induit l'erreur à la personne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les ports qui sont un tube comme ça. Quand on voit le tube qui est vertical, on a l'intention de quoi? De pousser. Mais ce n'est pas ça. Il faut tirer. L'apport qui a l'intention réelle de pousser, c'est celui qui a les tubes de manière horizontale. Tu vois? Parce qu'on voit cette sensation qu'on fait, ce geste qu'on fait, c'est un geste qu'on fait dans les caddies, dans les supermarchés, qu'on fait quand on a un bébé et on a un caddie pour le bébé. Donc, c'est un effet de pousser et ça, c'est un effet de tirer. Et ce process mental, il n'est pas assez évident. Et donc, c'est pour ça que les process d'expérience utilisateur ou la conception d'utilisateur, il est important à avoir en considération. Parce que même si on pense qu'il y a un objet ou qu'il y a une interaction qui est évidente, ce n'est pas assez évident. Et ça peut induire des erreurs. Comme par exemple ce monsieur qui est complètement étonné parce qu'il sort par la porte. Il se tape les verres. La porte s'ouvre. Il sort, il ferme la porte et après la porte automatique, il glisse d'un côté. Et c'est complètement surprenant pour lui. Ça, si je vous pose une question, par exemple, aujourd'hui, vous savez traverser combien de ports? Vous vous souvenez? Si je vous pose cette question, combien de fois vous savez traverser une porte? Ou combien de fois vous savez utiliser une porte aujourd'hui?
C'est impossible à mesurer, non? Parce qu'on ne se souvient pas. Mais, si vous vous avez trompé une seule fois avec une seule porte, ça on les retient. On retient les portes qui n'ont pas marché. Et chaque fois que j'ai fait une conférence comme ça ou que j'ai fait un talk comme ça, et je pose la question, il y a quelqu'un qui me dit, oui, je me souviens qu'il a raté un port à l'entrée, qu'il a essayé de pousser un port qu'il devrait tirer. Et ça fait un effet d'un biais cognitif, un biais de perception, et c'est qu'un objet qui n'est pas utilisable, il y a une répercussion dans la mémoire beaucoup plus large qu'un objet qui est utilisable. Donc, quand on utilise des choses qui sont faciles à utiliser, ou faciles dans le sens d'usabilité, on a une tendance à invisibiliser cette expérience. Parce que c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de se souvenir. Mais quand on a un problème, c'est là où on retient l'information et on se dit, là, il y a eu un problème. Donc, je reviens à cet ordinateur parce que cet ordinateur, il a été un exemple d'un très, très bel process d'expérience utilisateur qui a transformé une société qui a été en risque de faillite en le titan qui est aujourd'hui. Okay? C'est ça le début d'Apple en réalité. Mais il faut des erreurs encore. Ça, c'est un problème que j'imagine que si vous avez des personnes aujourd'hui qui sont des ordinateurs Mac et qui utilisent une souris Mac, vous avez trouvé cette problématique. Même une société qui a investi des milliards de dollars en expérience utilisateur, il sort déjà des outils encore aujourd'hui avec des problèmes d'usabilité. Pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur, c'est un challenge, c'est un défi vers la perfection. Vers la perfection, elle n'existe pas, elle ne sera jamais atteignable. On va toujours faire des erreurs, on va toujours rater quelque chose, on va rater une interaction parce que le process il est itératif. On doit toujours, chaque fois qu'on fait un projet, chaque fois qu'on fait un nouvel produit, il faut réitérer, il faut replanter, il faut refaire de l'expérience et recevoir l'avis de l'utilisateur. Et même des sociétés comme Apple, ils arrivent à faire ce type de soucis. Là, par exemple, cette image, moi j'adore parce que ça passe tout le temps dans les électroménagers. C'est des choses dans la vie quotidienne qu'on utilise toujours et qu'on n'a aucune idée de comment s'utilise. Parce qu'il faut lire un manuel, il faut avoir toujours un document en papier à côté de son lave-linge pour pouvoir savoir comment l'utiliser parce qu'on ne sait pas. Et maintenant, aujourd'hui qu'on est dans un écosystème de bouger et se loger chez les gens, on se trouve avec une difficulté, par exemple, et ça c'est mon cas, c'est que chaque fois, je prends beaucoup de Airbnb parce que je voyage un peu trop, et chaque fois que j'arrive dans un Airbnb, je me trouve cette problématique. C'est pour ça que j'ai cherché une photo comme ça. Ça, c'est la photo d'un Airbnb dans lequel j'étais à San Francisco. Et ça a été complètement incompréhensible pour moi. Je n'avais aucune idée. Je suis dans un Airbnb, j'arrive en voyage ce dimanche, j'essaie de contacter les hôtes pour les demander comment utiliser son lave-linge et ils me disent qu'il n'a pas le manuel. Et donc moi, je dois sortir de mon confort, de mon process de dimanche, de profiter de mon dimanche pour ouvrir et chercher la référence des lave-linges, pour aller chercher le manuel en Internet pour savoir comment l'utiliser. Parce que ce n'est pas complètement évident. Donc, le monde, il a besoin de l'UX, c'est pour ce type de gestes, ce type de choses, parce qu'ils vont faciliter notre vie. Ils vont faire que ce qu'on fait, qu'on peut se concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes et qu'on peut oublier les choses qui ne sont pas nécessaires. Et ça s'agit simplement de mettre un petit texte à côté et c'est tout. C'est un effort minime pour la société qui peut engendrer une mauvaise utilisation. Et là, c'est un autre exemple. J'ai aucune idée de comment utiliser ça. Je ne sais pas comment, lesquels on doit prendre. Vous voyez? Donc, c'est complètement incompréhensible. Et c'est incompréhensible parce qu'il y a un process que nous, en tant qu'humains, on fait tout le temps. Et c'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec la sémiotique, mais la sémiotique, c'est une science qui vient de la linguistique qui fait qu'on interprète des signes qui nous sont présentés. Et dans ce cas-là, la structure de ces signes-là, il nous induit un biais parce que la flèche
elle nous appelle vers un bouton, mais il y a un autre bouton à côté, dans la même distance presque. Et donc, je ne sais pas si celui-là, si cette flèche, elle me dit de pousser celui-là, ou si c'est le bouton qui va m'amener ici. Et donc, c'est le signe de la flèche qui va gérer ma perception de l'utilisation. Et ça, c'est un process que nous, en tant qu'humains, on fait tout le temps parce que la linguistique, ça fait partie de nous. Et donc, on interprète des signes par rapport à notre culture, par rapport à nos apprentissages, par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose, par exemple, en France. Il y a la chance que j'ai pu faire cet exemple, c'est que si je vous dis le mot Mars, je parle de quoi? Pardon? On a un seul mot qui signifie les planets en chocolatine, en dieu grec, en moi, quoi d'autre? On peut chercher tellement beaucoup de significations qui sont reliées à ça, qui sont liées au contexte. Et donc, l'expérience utilisateur, c'est super important parce qu'elle est aussi reliée au contexte. De telle forme que quand je suis en train de construire une bonne expérience utilisateur, il y a tout qui rentre en jeu. Il y a absolument tout l'écosystème de la personne qui va utiliser mon service, mon produit, mon outil, une chaise, l'objet que je vais construire. Il est relié au contexte de la personne. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'expérience utilisateur, c'est un process holistique, c'est un process qui comprend toute la globalité de tout ce qui est autour de mon projet, de mon produit. Ce n'est pas simplement une chose qu'on peut faire isolée dans son coin sans avoir une conversation au niveau complet d'une entreprise ou sans inclure l'utilisateur dans mon process. Parce que c'est mon utilisateur qui va me dire les contextes dans lesquels il va l'utiliser. C'est lui qui va me donner des pistes pour savoir si, quand il fait référence au Mars, il fait référence à la chocolatine, à les dieux grecs, à les mois, etc. etc. OK? Mais ça passe aussi dans les digital. Ça, c'est le plus bel système à remplir un numéro de téléphone que j'ai trouvé dans ma carrière. C'est vraiment contre-intuitif, difficile, tu vois. Donc, là, par exemple, pardon? Au niveau du format, tu n'as pas de risque? Ah ouais, il n'y a pas de risque, c'est vrai. Donc, pourquoi c'est important? Parce que l'expérience utilisateur, elle touche beaucoup les appareils numériques qu'on utilise aujourd'hui. Il touche tout ce qu'on fait, en fait. Et dans ce sens, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de signes qui existent, qui sont présents dans le numérique, qu'on pense qu'ils sont déjà aboutis à la fin, mais qui ne sont pas assez intuitifs et qui peuvent créer une sensation comme la sensation qu'on a quand on utilise un port d'une mauvaise manière. Si je pense à la porte comme les chemins de rentrée en bâtiment, et la porte me crée une tension de l'entrée, quand j'arrive au bâtiment ou quand j'arrive à mon endroit, j'aurai déjà un biais sur moi. En digital, on a les mêmes problèmes, sauf que c'est beaucoup plus facile de ne pas les voir. C'est beaucoup plus facile de les laisser de côté et de ne pas remarquer qu'on a un problème d'usabilité. Et les problèmes d'usabilité, ils sont des conséquences très graves dans la conversion, dans l'adoption et dans tous les process de fidélisation de nos clients. Okay? Vous connaissez ce site? Ça, pour moi, c'est un des meilleurs exemples d'un problème de construction sans l'utilisateur qui existe aujourd'hui dans une des sociétés les plus réputées de France, qui a le plus de trafic en France, et que je ne sais pas comment ils ont décidé de mettre cette petite bandeau ici qui dit où vous voulez vous partir. C'est tellement contre-intuitif contre tout ce qui existe dans les marchés qu'ils nagent contre la courante. Ils vont contre. Ils sont passés en plus de trucs où ils demandaient d'où tu partais, d'un seul coup, en fait,
sans en fait, entre guillemets, briefer leurs clients Ouais. à ce truc-là. Je suis d'accord, c'est hyper contre-intuitif. On a toujours envie de mettre le. Les lieux où tu vas, de où tu vas partir. Oui. Mais j'ai eu la chance de parler avec une des personnes qui a participé à ce projet. Et leur intention, elle partait d'une position très altruiste, je trouve. Parce qu'ils se sont dit, bon, on est la SNCF, tout le monde va se laisser traquer, tout le monde va nous accepter dès qu'on localise leur position, leur géolocalisation. Et comment on va localiser ça? Avec ça, on va éviter un step supplémentaire. Et donc, il y avait une perception tellement altruiste dans leur conception qu'ils se sont oubliés de l'expérience. Ils se sont oubliés les contextes. Et le contexte, ça a été, on est frileux de partager notre localisation. Chaque fois, je ne sais pas si c'est courant, mais moi, chaque fois que je fais un sondage de ça dans mes talks, c'est toujours le cas, c'est combien d'entre vous avez les reflets de refuser les partages de localisation dès le début, dès que vous arrivez dans son site internet. Tout le monde. On a les reflets de dire non, au lieu de dire oui. Et ça, c'est une chose qui ne sont pas considérées. C'est cette perception de l'utilisateur à ne pas se sentir traqué, à garantir qu'il va dire non, je ne veux pas. Et ça a été ça qui a cassé toute leur perception altruiste de construction. Parce que si on aurait tombé sur leur vision, si on dit tous « yes, je voudrais partager ma localisation », il y a un step qui est réduit de la charge mentale de l'utilisateur, mais ça n'était pas le cas. Et ça a été un énorme échec au niveau de UX. Et ça a coûté beaucoup de backlash dans les lancements. Mais les UX, il y a une connexion énorme avec l'accessibilité. Okay? Pourquoi dans les mots UX, il y a les mots user? Parce qu'on est en train de construire, chaque fois qu'on fait un objet, soit digital ou physique, on est en train de construire quelque chose pour qu'il soit utilisé par un autre humain. On n'est pas en train de construire un outil qui est utilisé par des robots. Et donc, en conséquence à ça, il faut penser à tous les cas d'usage et à toutes les typologies de personnes. Et c'est pour ça que les UX, l'expérience utilisateur, elle est fortement reliée à l'accessibilité. On ne peut pas construire une chose qui est utilisable s'il est utilisable que pour des gens d'une certaine typologie. Okay? Et un exemple de ça, c'est que parfois, des sociétés comme la société qui a fait ces bâtiments, il y a eu une intention très intéressante d'être accessible, mais pas utilisable du tout. Et ça finit pour construire un process dans lequel les gens ils se focalisent beaucoup dans l'accessibilité, ils se focalisent beaucoup sur que les contrastes soient bons, que la typographie soit la bonne typographie, etc., qu'on respecte tous les textes alternatifs dans notre site internet, qui ont mis la capacité de naviguer avec la tabulation dans les claviers, mais on s'oublie de l'expérience. Et comme on s'oublie de l'expérience parce qu'on s'est focalisé sur des choses qui sont très faciles à comprendre, comme l'accessibilité, comme pas mettre un texte blanc dans un bouton blanc, par exemple, ça c'est hyper évident, mais quand on met les boutons cachés parce qu'on n'a pas pensé à la usabilité, on rend nos interfaces ou notre produit complètement inutile, comme cette porte-là, comme cette rampe-là. C'est impossible à utiliser. Une personne en position de handicap, il ne pourrait pas l'utiliser. Ou par exemple, celui-là, c'est encore pire. C'est une société qui s'est contentée de dire j'ai mis un panneau d'handicap dans des escaliers. Et donc, c'est complètement inutilisable. Et donc, c'est comment on oublie très facilement vraiment l'utilisateur, vous voyez? Pourquoi, alors, donc, si on va parler de la partie commerciale de l'UX, pourquoi c'est important? Parce que, si je reviens dans les exemples, ok? Désolé que j'ai fait ça, mais si je reviens ici, Apple, il a vendu combien de souris comme celui-là? Des milliers, je suis certain, des millions même.
s'ils vont faire une correction de leurs problèmes d'usability, combien ça va les coûter? Si par exemple aujourd'hui, il y a la Commission européenne qui dit non, vous avez fait horrible, il faut que vous remplacez toutes les souris que vous avez fait pour des souris qui sont beaucoup plus adaptées aux gens. Ils vont devoir récupérer toutes les souris et tous les process logistiques, tous les process de refabrication de l'outil, de restructuration des composants à l'intérieur, va faire que ce soit impossible. C'est la même chose pour ça. Je vais devoir envoyer des stickers à tous les clients qui ont acheté cette lave-linge. Je vais devoir changer tous les panneaux d'ascenseur qui ont été installés d'Otis. Ça, c'est plus facile à faire parce que je change simplement l'interface. Mais combien de personnes derrière j'ai perdu comme clientèle parce que quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit « je ne vais pas remplir cette formulaire, ciao ». Combien de clients la SNCF il a perdu? Combien de backlash? Surtout, pas les clients parce qu'ils sont un peu de monopole, mais combien de réputations ils sont perdus à cause de ça? Et ça, c'est irrécupérable. Tu ne peux pas récupérer la réputation, c'est très difficile, c'est hyper cher. Tu dois démonter ma porte, tu dois refaire une rampe. Donc, les coûts d'avoir pensé à l'UX, à l'utilisateur, avant de faire mon projet, mon objet, etc., mon expérience, quels que soient les cas, c'est beaucoup moins cher que refaire un objet, refaire une interface, perdre la crédibilité ou perdre beaucoup de clients. Donc, il y a une échelle qui a été faite et c'est pour chaque dollar qu'on investit en UX, on peut gagner jusqu'à 100. Et on a une économie de 9999% dans les process de développement. Parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il faut construire. Mais ça, on peut l'attendre que quand on fait vraiment un process de UX et que quand on fait un process d'analyse, de conversation avec l'utilisateur, de s'intéresser vraiment à comment les gens ils vont faire ce qu'on est en train de les proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience utilisateur? Le plus important, c'est écouter l'utilisateur. On ne peut pas faire l'expérience utilisateur si on enlève l'utilisateur d'éléments. On ne peut pas faire l'expérience. On peut gérer tout ce qui est lié à la manière dans laquelle une personne utilise un de nos outils, un de nos systèmes, parce qu'on s'intéresse à lui, parce qu'on lui pose des questions. C'est quoi qui vous plaît? C'est comment que vous voudrez utiliser ça? Ça vous plaît de cette couleur? Ça vous plaît si on met les câbles pour charger en bas ou si on les met d'un côté? Et c'est sûr qu'en écoutant l'utilisateur, on va construire beaucoup plus facilement des outils à un coût beaucoup plus réduit. Après, on va analyser toutes les données d'utilisation et c'est là où il rentre, par exemple, les statistiques. Et chez nous, dans les domaines plutôt digital, on a les chances qu'une société qui vend des lave-linges, il ne l'aura jamais. Et c'est l'effet que très facilement, on peut regarder comment les gens utilisent notre système et comment les gens utilisent notre process. Et avec ça, on peut construire des hypothèses pour aller prototyper et tester. Donc, on a une chance aussi, c'est qu'on peut tester à un coût tellement réduit. Là, par exemple, on a gagné un appel d'offres pour faire un process avec ma société pour une voiture de concept qui va sortir dans 5 ans. Donc, cette société, cet constructeur de voitures, il va faire un process aujourd'hui pour entendre ses utilisateurs pour sortir une voiture dans 5 ans. Parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup moins cher. Et ils ont le temps pour itérer dans leur process. Si ils nous appellent aujourd'hui pour nous dire, écoute, on a besoin de venir faire un test pour voir ce qu'on va construire qui va sortir demain, il n'y a aucun intérêt. Parce que déjà, leur plan de production il est déjà fait, parce que le matériel il est déjà acheté, parce qu'ils ont déjà commencé à entamer tous les process dans leur usine. Et même si l'utilisateur vient leur dire, écoute, on ne va jamais utiliser ça, ils ne vont jamais changer de plan parce que c'est déjà tout mis en production. Et donc, ils vont sortir comme ça et ils vont risquer de se taper un backlash, etc., etc. Dans nos domaines digitaux, c'est beaucoup plus facile. On peut itérer constamment. Mais il faut s'acculturer, il faut vraiment penser à comment on peut le faire mieux. Et ça, je pense que c'est un process que
les mots, il est très à la mode, c'est ce process de transformation numérique. Mais la transformation numérique, elle ne peut pas se faire sans l'utilisateur. Parce que même si on va interviewer, si on va construire un outil, une chose qui est interne pour nos équipes, il y a toujours des utilisateurs. Il y a toujours des gens qui vont toucher ça. Et ça, c'est aussi, c'est retourner vers les clients finaux, mais aussi c'est retourner vers les gens qui sont avec nous dans nos outils. Et après, il faut se concentrer sur l'accessibilité, comme j'avais parlé, de pas simplement construire une expérience qui est utilisable, mais qui est accessible pour tout le monde et que tout le monde peut se bénéficier. Et rester informé de toutes les tendances et tout ce qui va venir avec et comment améliorer son processus continu. Après, au futur, qu'est-ce qui va passer? Je pense qu'il va jouer un rôle essentiel dans tous les processus d'analyse, de réévaluation de l'UX, mais surtout de co-conception avec eux. Donc, avec l'IA, vous le voyez, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de process qui vont permettre de construire des expériences ou de simuler des expériences grâce à l'IA générative. On va pouvoir, par exemple, pour les prototypes, je pense que ça, c'est un de nos métiers qui va être en risque, c'est le processus de prototypage, parce qu'on va pouvoir faire très rapidement des prototypes en IA, mais il faut rester vigilant, parce que l'IA, il ne pourrait jamais savoir si l'utilisateur il a bien perçu ou pas. C'est aussi gérer la manière dans laquelle l'IA il va analyser et co-construire les besoins de l'utilisateur. Et ça, je pense que, et là, je rejoins Don Norman dans sa perception, c'est qu'il va falloir faire un parrainage entre l'IA et l'humain pour pouvoir garantir qu'on garde encore la main dans les objets, dans la manière dans laquelle on va construire. Parce que quand on parle avec un robot, on va finir pour réduire notre langage à le langage d'un robot. Et là, je ne sais pas si j'imagine que quelqu'un d'entre vous utilisez ChatGPT de manière continue depuis qu'il est sorti. Et je suis certain que vous avez remarqué que quand vous parlez avec ChatGPT, vous avez réduit votre niveau de langage. On réduit le niveau de langage quand on le parle à lui. Ce n'est pas la même manière dans laquelle on le parle en personne. On a moins de raccourcis, on a moins d'empathie, on a moins de phrases complexes. On essaye de se robotiser dans la manière dans laquelle on parle. Fais-moi un résumé. Tu ne parles pas jamais comme ça en personne. Non? Il est meilleur si on lui donne un pourboire. Comment? Il y a plein de trucs qui ont montré qu'il est meilleur si on lui donne un pourboire et si on est poli et gentil. Si on est gentil avec lui, oui. Par exemple, moi je l'ai fait cette blague à Maximilien, mon cofondateur, parce qu'on est toujours ensemble. Et lui, il est pas trop mal. Il s'énerve avec lui et tout. Et moi, je dis tout le temps, fais attention parce qu'un jour, il y aura un uprising des machines. Et ils vont venir me voir, ils vont dire, celui-là, on va le garder parce qu'il a été gentil. Et toi, par contre, parce que c'est vrai. Il comprend un peu la politesse, mais de toute manière, le langage, et je vous invite à faire cette réflexion quand vous parlez avec ChatGPT, il y a une réduction de notre langage à nous. Et ça, c'est parce qu'on parle avec un robot. Et ça se voit dans tous les chatbots. Si je suis, par exemple, dans un chatbot d'un site e-commerce, et je viens dans le chat, dans leur assistant virtuel, et je remarque que c'est un robot, mon langage, il change. Et donc, il y aura beaucoup de choses qui vont venir passer pour construire de l'expérience utilisateur avec l'IA. Et je pense que les produits physiques, ils vont être toujours en danger d'usabilité. Ils vont toujours se risquer. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous fait des produits physiques, mais ça sera une chose dans laquelle il faut se concentrer, c'est construire vraiment un pôle de UX qui peut vraiment fournir des comptes rendus de l'utilisateur et de la vie de l'utilisateur pour éviter que quand on sort quelque chose de production, il tombe bien après, parce que récupérer un produit physique, c'est impossible. Se récupérer de ça, c'est impossible. Et pour les IA, pour les interfaces, bon, on aura beaucoup d'appui et d'aide de l'IA pour la co-construction et la réévaluation. Et c'est tout.